Jetzt würde ich gerne, je vais passer au français, donc la prochaine présentation nous vient de Lausanne, où on a eu aussi des aménagements tests qui vont être présentés par Fabien Roland. Fabien Roland est à la base de formation ingénieur, il s'est aussi occupé de trafic, et puis il est aujourd'hui donc chef de responsable des espaces publics pour la ville de Lausanne. Et donc il est rentré dans ce rôle que je crois il l'accomplit avec grand enthousiasme, comme il m'a dit. Il va nous présenter justement ces aménagements tests de la ville de Lausanne. Vous verrez le setting dans lequel il se développe est naturellement différent de celui qu'on vient d'entendre. Donc essayez aussi de faire des comparaisons parce que c'est exactement ce qui nous intéresse. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous présenter donc un petit peu une vision générale de ce qui se fait à Lausanne en fait ces dernières années en termes d'urbanisme tactique. Donc voilà quelques pistes finalement avec quelques études concrètes, donc quelques études de cas pour illustrer un petit peu les défis lausannois, mais qui sont les défis des autres villes européennes en matière de transformation des espaces publics. Peut-être je commencerai par quelques définitions. On sait que toute cette notion de tactical urbanism, d'urbanisme tactique, elle englobe en réalité beaucoup de méthodes, beaucoup de pratiques assez différentes qu'on retrouve des approches aussi bien bottom-up, issues de la société civile, des milieux associatifs, que des approches de plus en plus finalement institutionnalisées. On parlait des superblocks avant, on voit aussi les parking days, enfin toute une série d'approches finalement. Et ce que je trouve intéressant dans cette période aujourd'hui, c'est la réappropriation quelque part d'approches citoyennes par les institutions, par les administrations également, avec quelques défis supplémentaires quand on essaye de mettre dans un cadre institutionnel une approche qui était plutôt citoyenne de base. En termes de définition, en tout cas dans notre pratique à Lausanne, on constate qu'on a plusieurs typologies en fait de projets qui se retrouvent sous ce mot valise d'urbanisme tactique, tout ce qu'on va évoquer sous forme d'aménagement test, de pop-up, où on va vraiment pouvoir venir investir un espace sur un temps parfois très court, quelque part uniquement pour questionner, sans forcément être dans un processus plus long. Vous avez vu en introduction une plage à la Cité au pied de la cathédrale de Lausanne. C'est évidemment pas dans l'intention de garder cet espace avec des palmiers au pied de notre cœur historique, mais plutôt d'avoir un événement, un petit lieu de vie le temps de quelques mois pendant le Covid. On parle aussi d'aménagement transitoire. On va souvent s'inscrire dans un processus de transformation plus long. Et l'enjeu est ici de pouvoir faire vivre finalement des espaces en friche, en déshérence, dans un entre-deux. Vous le verrez à Lausanne, il y a aussi une dizaine d'années de chantiers assez colossaux qui arrivent, qui vont perturber toute l'organisation et les habitudes des Lausannoises et des Lausannois. Les aménagements transitoires permettent aussi peut-être de donner des clés de lecture sur les transformations urbaines à venir. Évidemment, en termes d'implication citoyenne, se retrouvent aussi les enjeux de chantier participatif. C'est vrai que traditionnellement, le chantier, c'est un espace fermé. On peut le regarder de loin. On concède des fois une petite vitrine, une petite fenêtre ouverte dans les palissades de chantier. Effectivement, le chantier participatif, c'est aussi une façon, dans certains cas, d'impliquer les populations et les riverains souvent, et puis de faire un premier pas vers l'appropriation et la compréhension finalement de projets d'espace public. Et peut-être encore un autre élément que l'on utilise de plus en plus, c'est vraiment le placemaking, de se dire qu'on peut intervenir à petite échelle, créer un petit espace de micro-séjour, une placette de quartier, sans nécessairement, et ça c'est une approche un peu plus décomplexée que ce que l'on avait avant, sans nécessairement avoir la vision d'ensemble, le master plan dans un quartier, mais des fois une opportunité émerge. Il est intéressant de venir créer quelque chose là où on avait peut-être un carrefour ou une sorte de vide. Comme je l'évoquais, le contexte à Lausanne, c'est un contexte de densification urbaine, de grande transformation dans cette décennie, avec des projets de développement urbanistique assez majeurs dans toute l'agglomération. On parle évidemment de nouvelles populations, de nouveaux bâtiments de logement, mais aussi des infrastructures, qu'elles soient sportives, culturelles, de transport public, qui sont vraiment... Alors en ce moment, on est en plein dans les périodes de chantier, on les vit au quotidien. On voit aussi l'impact que cela peut avoir en termes de résistance au changement ou de questionnement des habitants par rapport à ces transformations qui sont des perturbations du quotidien.
la ville concède aussi des investissements très conséquents maintenant pour répondre aux objectifs de son plan climat, donc avec des objectifs de décarbonation, de diminution de la production de CO2, tant sur la mobilité, sur le bâti, sur l'énergie, que l'adaptation, alors principalement des espaces extérieurs, mais aussi du bâti lui-même, aux effets du changement climatique. Évidemment, cet été, on était tous conscients je pense qu'il y a eu cette prise de conscience avec la canicule qui nous touchait aussi en Suisse. Cette transformation finalement de l'espace urbain à Lausanne, elle doit s'accompagner aussi au niveau des espaces publics, qui souvent restent quand même le parent pauvre de la planification urbaine. On voit une pression supplémentaire sur ces espaces publics, la pression classique, je dirais, de la mobilité, donc avec les conflits entre la pression de la mobilité individuelle, les attentes pour d'autres modes actifs, mais aussi un besoin supplémentaire de plus en plus marqué d'espaces de séjour. Les rives du lac sont sous pression à Lausanne, ce sont des rives entièrement publiques, extrêmement fréquentées. On manque quelque part d'espaces de séjour, de villégiature, de détente. C'était très clair au moment du déconfinement pendant le Covid. Ça l'était encore cet été avec la canicule. Notre politique lausannoise des espaces publics a été implémentée par la municipalité en 2016-2017 avec la volonté de sortir d'une approche qui était très utilitaire, une approche très orientée sur les flux de déplacement, l'espace public comme support de la mobilité uniquement, et d'arriver plutôt dans une approche plus relationnelle, un espace public qui intègre finalement tous les enjeux de l'urbanisme, que ce soit les questions environnementales, sociétales, mais aussi culturelles et identitaires. Donc, l'enjeu de cette transition, finalement, ce sont des grands projets qui sont lancés, mais qui ont un temps de développement relativement long, et la volonté, finalement, d'imprimer sur le territoire ces changements dans un temps, le temps politique, en réalité, qui est de 5 ans. Pour ce faire, effectivement, l'urbanisme tactique, c'est un des outils, c'est vraiment, on y pense vraiment comme un toolkit, pour rattraper notre retard en matière d'espace public, commencer aussi à amorcer un changement dans les pratiques du quotidien, observer ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour ne pas se retrouver non plus avec un grand processus de requalification, par exemple, d'une place majeure qui s'avérerait être inadéquat par rapport aux attentes citoyennes une fois le projet, je dirais, inauguré. Évidemment, comme toute collectivité, des contraintes financières nous amènent aussi à ne pas pouvoir, d'un coup de baguette magique, transformer tout un territoire urbain. Et puis on constate aussi peut-être un des éléments qui pour nous enrichit la question de l'urbanisme tactique, qu'il y a des écarts entre ce qui peut émerger d'une concertation, on va dire en salle, et puis les pratiques effectives de l'espace public, notamment en termes de public. Les publics cibles qui se manifestent dans les démarches participatives ne sont pas toujours les publics qui utilisent ou qui pratiquent l'espace. L'urbanisme tactique nous donne aussi des clés d'observation qui permettent peut-être d'affiner un petit peu aussi les propositions en termes intergénérationnels, en termes de représentativité finalement des personnes pratiquant l'espace public. Voilà, donc à Lausanne, je parlais d'institutionnalisation. Effectivement, un choix a été fait de développer un programme, le programme Rue Vivante, soutenu par des enveloppes financières relativement modestes, à l'aune des investissements communaux. Un premier préavis approuvé par le Conseil communal en 2018 de l'ordre de 4 millions de francs, et un second pour la législature en cours qui a triplé, donc c'était aussi une intention forte de marquer un peu ce changement-là, avec quelques thématiques cadres sur la vitalisation du centre-ville, avec un regard aussi sur les enjeux économiques d'attractivité des commerces du centre-ville lausannois. Évidemment, la question très large de la qualité de vie dans les quartiers et de l'apaisement du trafic automobile, et aussi dans le deuxième round, quelque part, le deuxième préavis, la question vraiment majeure maintenant de l'adaptation des espaces publics au changement climatique. Finalement, on a eu tout un travail de branding également qui était assez important pour créer cette identité rue vivante au sein de l'administration aussi, que ce soit finalement un programme qui soit reconnaissable. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'avoir finalement un portail commun qui puisse chapeauter un petit peu des projets qui peuvent être perçus très différemment, qui sont dans des environnements différents. Le premier que vous voyez ici, c'est le parvis d'une crèche dans un quartier. Le deuxième, c'est la plage que j'évoquais avant, au cœur de la cité. Donc le fait d'avoir cette identité commune nous permet aussi plus facilement de créer un lien avec différentes associations de quartier, différents publics.
on a assumé ce côté de ville-laboratoire aussi dans ce programme. Donc, il y a vraiment une culture du droit à l'erreur aussi, du droit au tâtonnement, qui n'est pas toujours compris au niveau médiatique notamment. C'était un assez gros backlash dans la presse par rapport à certaines actions suite au Covid. Alors, sur des thématiques que l'on connaît, la suppression des places de stationnement en ville, ça c'est un classique, mais aussi sur la nature même de ces aménagements. Pourquoi ne pas directement requalifier une place, l'aménager avec des matériaux nobles, l'arborer immédiatement. Donc on a compris aussi qu'il y avait quelque part un travail aussi à faire en termes de communication et de préparation, d'où l'intérêt pour nous d'avoir voilà, cette identité, ce branding spécifique. Et depuis le début de cette année, notre équipe des espaces publics s'est dotée d'une cellule spécifique sur les questions d'urbanisme tactique et de la participation. En termes de cycle de vie, on est finalement sur quelque chose d'assez identique à un projet, je dirais, classique de réaménagement ou de transformation classique. Une intention de départ qui peut être soit thématique, là ça peut être dans le top-down, la volonté d'explorer une question comme la place de l'enfant, donc la place de l'enfant dans certains espaces publics où on constate qu'ils ne sont pas présents, la lutte contre les îlots de chaleur. La révélation d'un potentiel, il arrive aussi que par opportunité, finalement, un espace laissé en friche nous apparaissent évidemment comme un espace qui peut avoir une autre vocation. Là, il y a vraiment des possibilités. Des réponses, bien sûr, à des besoins citoyens qui sont ensuite toujours un petit peu digérés, reformulés, discutés avec eux pour quelque part le calibrer. On constate aussi parfois que l'attente formulée et le projet à la fin diffèrent un petit peu. Les attentes peuvent être basées sur des questions de sécurité, puis s'avère au final que l'enjeu est une question de cohabitation entre différentes populations et de convivialité. Ça, le travail que l'on fait avec les habitants nous permet de le révéler par le projet. Ce qui nous amène justement à une étape de conception, donc effectivement avec un fort accent sur l'implication citoyenne. Là aussi, une diversité d'outils à disposition pour la participation. On a bien sûr des workshops, on peut designer ensemble des projets entre habitants et équipes de l'administration communale. Se posent aussi des questions de vocation, de niveau d'ambition des projets. On le voit aussi, c'est la question de la durabilité, par exemple, des matériaux, qui paraît relativement anodine, ne l'est pas. Les projets d'urbanisme tactique vieillissent plus vite et sont quelque part plus facilement dégradés qu'une transformation, qu'une requalification d'ensemble de grande échelle. Mais voilà, donc toutes ces questions se posent en fait dans notre processus d'étude pour arriver à une phase de production donc, qui est, elle, un petit peu freinée par les procédures de légalisation qui sont, en tout cas dans le cadre actuel, exactement les mêmes que l'on parle de la requalification d'une place majeure ou d'une grande avenue à fort trafic ou d'une petite placette de quartier menée sous l'angle de l'urbanisme tactique. Donc on a un vrai défi procédural, en tout cas sur le canton de Vaud, par rapport à cet écart entre la légèreté assumée quelque part des projets d'urbanisme tactique et la réalité, la lourdeur des procédures. En termes de construction, quelques questionnements qui commencent à émerger alors que ces projets se multiplient, notamment sur la durabilité des matériaux, le renouvellement, l'upcycling. Vous voyez par exemple ici, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais pendant le Covid, on s'est retrouvé, nous avions à peu près 2 mois pour décliner un programme et l'implémenter sur site. Nous n'avions aucun matériau à disposition, les chaînes d'approvisionnement étaient entièrement perturbées. On a fait le choix de peindre de vieux blocs de protection de zone 30. En fait, on a fait un atelier qu'on a appelé Pimp My Block à l'interne de la ville pour les déployer autour des terrasses des espaces qui étaient libérés du trafic automobile. C'était un exercice de team building interne, mais c'était aussi drôle pour nous de faire avec les moyens du bord. C'était un petit défi par rapport à nos réflexes habituels en termes de processus d'aménagement. Et puis un élément essentiel, évidemment, je crois qu'on ne le dit pas assez, mais c'est la notion de bilan, de monitoring. L'urbanisme tactique, il est très riche parce qu'on peut observer sur site immédiatement les effets finalement d'une transformation de l'espace public. On était un peu déficitaire à ce niveau-là et c'est quelque chose qu'on a aussi systématisé et de façon récurrente en croisant à la fois des enquêtes de satisfaction et des observations terrain. Donc vraiment en utilisant le toolkit de monitoring que vous connaissez peut-être par le biais de l'agence GEL, en fait, qui met à disposition ce genre d'expérience, ce genre d'outils.
avec des surprises extrêmement positives en fait. On a pu réaliser que de façon quasi systématique, on avait les 2 tiers de la population des usagers qui adhéraient en fait au projet développé et 1 tiers d'opposants, grosso modo, avec une posture assez forte en revanche d'opposition, donc une réaction très très forte. C'était aussi très riche en enseignements par rapport à des projets de plus longue haleine, d'identifier un petit peu les foyers d'opposition à l'amont en fait dans ces processus plus légers. Je l'évoquais un peu sommairement, effectivement, notre cadre de procédural est extrêmement lourd aujourd'hui. Nous sommes régis donc par les lois fédérales sur la circulation routière et l'organisation sur la signalisation, l'ordonnance sur la signalisation routière, pour tout ce qui est l'espace public, en tout cas, on va dire minéral, ou en tout cas les espaces dits routiers, même si je n'aime pas le terme route. Et la loi du canton de Vaud, donc la loi sur les routes, est aussi extrêmement lourde. Donc on parle d'un processus d'examen préalable cantonal qui peut prendre 3 à 9 mois, suivi d'une mise à l'enquête publique avec droit d'opposition, préavis au conseil communal pour lever les oppositions, droit de recours à la cour cantonale, droit de recours au tribunal fédéral. Enfin, on peut avoir des procédures qui durent au minimum 1 an et demi, au maximum 6 à 8 ans hein, pour ces projets d'aménagement. On a un cas, par exemple, aujourd'hui qui est coincé dans une procédure de recours. C'est un aménagement sur une place, la place du tunnel, qui a fait l'objet d'une grande démarche participative avec une vision à long terme sur tout le développement de la place de la Riponne et de la place du tunnel. Nous avons un recours pendant au niveau de la cour cantonale depuis 1 an et demi maintenant. Donc le projet en est à sa 2e, voire 3e année de retard. Pour un projet d'urbanisme tactique qui se voulait rapide et léger, évidemment, on arrive à un certain paradoxe. Il y a toutefois une jurisprudence et on cherche, on scrute les jurisprudences cantonales et fédérales en ce moment sur ces thématiques-là. La commune d'Aigle avait supprimé des places de stationnement pour installer du mobilier urbain léger sur la place du marché, une démarche qui avait fait l'objet d'opposition et donc de recours. La jurisprudence du canton de Vaud confirme qu'une procédure allégée est possible pour ce type de projet, tant qu'il n'y a pas d'intervention constructive. Alors voilà, on navigue un petit peu toujours sur où s'arrête la notion d'intervention constructive. Est-ce qu'il faut une grande pelleteuse sur place? Est-ce qu'un coup de pioche pour enlever un peu de bitume est déjà interprété comme constructif? Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes en discussion avec les instances cantonales pour confirmer en fait la possibilité de s'appuyer sur cette jurisprudence pour avoir des procédures allégées. Voilà, le cas particulier qu'on a tous vécu au printemps 2020, c'était la sortie du premier confinement. Premier, effectivement, on en a eu beaucoup d'autres après. Là, vous le savez, il y a eu cette dynamique dans toutes les villes européennes d'action rapide. On parlait de corona pistes cyclables, on parlait d'espace finalement de distanciation sociale, d'espace supplémentaires pour les terrasses, etc. Dans ce contexte-là, nous avons eu l'accord du canton de Vaud pour déployer des mesures sous forme de mesures provisoires, pendant un temps qui était encore un peu inconnu en raison du contexte sanitaire, pour ensuite les pérenniser et les légaliser en fait dans un second temps. Donc ça avait un petit peu renversé le système où il faut quelque part montrer patte blanche d'abord et ensuite avoir le droit de faire. Les actions ont été faites sur le terrain, calibrées, réajustées. Et le droit d'opposition était ouvert, mais sur la base d'actions ou de mesures déjà implémentées sur le terrain. Il y a eu quelques recours d'ailleurs, notamment sur les questions des pistes cyclables, qui ont été déboutés par la Cour, mais entre-temps, les aménagements cyclables étaient présents et utilisés. Donc c'est vraiment c'était une période très intéressante pour nous en termes de bilan, et aussi en termes de volume d'action. On parle de 200 nouvelles terrasses à Lausanne, une quinzaine de zones qui ont été piétonnisées ou modérées dans cette période-là. Et des changements qui ont vraiment été perçus sur le terrain. Voilà, tout ça, je vais peut-être passer assez rapidement, mais effectivement, l'enjeu était de croiser à la fois des intentions économiques, de faire vivre les commerces par le biais des extensions de terrasses, des questions de mobilité avec la désaffection des transports publics et l'enjeu du report modal vers d'autres modes, et les questions aussi de convivialité des espaces publics puisque la plupart de la population ne pouvait pas voyager pendant l'été 2020, donc des espaces qui étaient plus fréquentés, notamment autour des parcs et des rives du lac.
Voilà quelques exemples très rapidement justement de réalisations menées dans ce contexte-là. Je les passerai très vite. Donc un nouveau belvédère en bois sur le parvis de la cathédrale de Lausanne, de nouvelles terrasses qui n'existaient pas en 2019, la rue centrale, donc une grande rue à fort trafic au cœur de ville, fermée tous les samedis pour le marché, pour garder aussi les distances sociales. Une nouvelle zone de rencontre dans un quartier aux franges du centre-ville, de nouveaux aménagements cyclables. Toutes ces mesures sont encore en place aujourd'hui, et fréquentées. Voilà, tout ça, ça nous a aussi amené à une période de bilan assez important pour finalement décider est-ce que c'est un processus qu'on souhaite garder, un outil finalement d'aménagiste que l'on souhaite garder dans notre grande panoplie notre grande boîte à outils. Je dirais que la réponse est oui, évidemment, mais avec un petit peu justement un regard un petit peu plus critique sur les atouts, les limites en fait de ce genre de démarche. Oui, l'urbanisme tactique permet d'amorcer un changement de pratique aussi au quotidien dans les questions de mobilité, d'appropriation des espaces publics. En revanche, les résistances au changement, elles émergent très très vite, beaucoup plus que dans un processus d'aménagement classique. Donc les fronts d'opposition vont se cristalliser très rapidement en fait dans les projets de ce type et de façon, on l'a constaté, beaucoup plus virulente que dans des projets au développement classique. En revanche, on constate aussi que les projets issus de la société civile trouvent un répondant. Si la ville peut, de façon décomplexée, transformer un carrefour ou piétoniser une rue, les habitants peuvent le demander et sont en droit finalement d'obtenir une réponse allant dans leur sens. Le degré d'adhésion, comme je l'évoquais, il est beaucoup plus facile à mesurer sur une action concrète réalisée que sur une intention. Tout le monde veut plus de verre dans la rue, mais finalement, si on a des arbres en pot dans la rue, ce n'est pas suffisant et les gens peuvent l'exprimer en disant on veut plus, on veut des vrais arbres plantés, ou on ne veut pas un robinet, on veut une fontaine et des jeux d'eau. Enfin voilà, on a des retours beaucoup plus fins aussi sur l'appropriation en fait des espaces publics. Ça ne remplace en revanche pas la concertation préalable. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il nous faut un temps de dialogue avec les acteurs locaux, qu'ils soient commerçants, riverains, etc., même si ce temps peut être court. Et puis en revanche, comme je l'évoquais, la complexité, on va dire, des projets urbains reste la même. Les procédures sont longues. On a aussi des difficultés techniques, il y a aussi des jeux d'acteurs avec lesquels il faut composer, ça c'est quelque chose d'assez standard. En revanche, comme les investissements financiers sont moins importants, il est vrai aussi que l'erreur est plus facile à porter politiquement et aussi à pardonner et à ajuster. Tous les lieux ne sont en revanche pas propices à l'expérimentation. On a certains sites qui ne sont pas du tout adaptés à des transformations simples. Je pense notamment à tout ce qu'on a hérité en termes de grosses infrastructures routières des années 60. On peut difficilement transformer un tunnel routier par l'urbanisme tactique, quoique je vous montrerai un exemple intéressant. Et il y a cet écueil peut-être de vouloir tout résoudre par le biais d'un projet qui, par sa définition, est plus léger, ne répondra pas à tous les enjeux. On a toujours des fois un petit peu ce risque, cet écueil. En revanche, on constate aussi qu'on peut tester des choses de façon plus... voilà, on a l'approche, cette culture laboratoire qui permet aussi d'oser chercher une thématique ou une façon de faire qu'on n'aurait peut-être pas... que l'on n'aurait peut-être pas intégré dans un projet plus classique. Je pense aux questions d'art en ville, d'ouvrir la place à des artistes sur une base proactive de leur part. C'est beaucoup plus facile dans l'urbanisme tactique. Cette dimension éphémère rassure quelque part. Se pose une vraie question de fond aujourd'hui, c'est la question de la place de l'arborisation, du végétal, de l'eau en ville dans les projets d'urbanisme tactique. Encore une fois, les grandes transformations du territoire sont celles qui vont donner des réponses. Arboriser un espace extrêmement minéral, ce n'est pas quelque chose de si évident à faire de façon tactique. Quoi qu'on commence à réfléchir avec des agences un peu d'architectes paysagistes à des concepts, justement, à une préparation des sols, par exemple, des sols urbains qui sont plutôt peu qualitatifs. 3 études de cas pour conclure, puis illustrer un petit peu la diversité finalement de la richesse de cet outil. La place Benjamin Constant aux franges du centre-ville à Lausanne, qui est un grand carrefour routier, alors que depuis les années 90,
Il est identifié comme un site essentiel du centre-ville, en fait, qui devrait avoir une vocation piétonne et commerciale. L'espace est complexe à appréhender, hein, clairement. La voiture est omniprésente. Il y a aussi il y a beaucoup de commerce, de terrasses. L'espace est animé. Le contexte est à la fois complexe et intéressant. Le Covid nous a permis de déclencher une action ici par le biais des demandes d'extension de terrasses. Ce qui nous a permis oui, je passerai sur ça, de travailler en plusieurs étapes. D'abord avec des mesures très légères, donc pendant la situation de Covid, pour récupérer un peu d'espace sur la chaussée, passer dans un régime de zone 30, une rue qui était encore à 50 aujourd'hui, et puis commencer à préfigurer ou en tout cas imaginer ce que pourraient être les espaces un petit peu résiduels une fois qu'on commençait à donner moins de place au trafic automobile. Un projet qui a généré énormément d'hostilité de la part d'un groupe de commerçants locaux. Donc il y a eu un gros travail aussi de discussion qui n'a pas toujours abouti, qui n'a pas toujours porté ses fruits ici d'ailleurs. Mais finalement, la zone 30 a été légalisée ensuite en 2021 suite à un grand monitoring, beaucoup de discussions et de concertations locales. Et les questions quelque part de mobilité finalement ont été résolues en fait. Alors avec certes des frustrations de certains commerçants, mais la grande thématique du stationnement n'est plus un sujet dans ce secteur-là, dans le sens où les places de stationnement ont été supprimées et ne seront pas rétablies. Ce qui nous permet en réalité de penser à l'après, et de commencer à travailler sur un projet de requalification de cet espace-là, en ayant alors crevé un abcès sur les questions de mobilité et de stationnement d'une part, et puis aussi convaincu le politique qu'il faisait sens et qu'il y avait un potentiel d'investir pour une requalification dans cet espace-là. Donc voilà, quelque chose d'assez difficile à porter au niveau des dynamiques avec la société civile et plutôt les commerçants, mais au final, quelque part, l'envie d'aller plus loin et de requalifier un secteur que personne n'osait affronter. Pardon, je crois que je suis passé un petit peu vite. Une autre étude de cas qui est... Oups. Voilà. Un autre cas qui a émergé après le Covid, donc une pétition pour piétonniser une petite rue de quartier que vous voyez ici, la rue des Échelettes. Là, de nouveau, en 2019, la question était mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver les budgets, pour réaménager cette rue? Ça va prendre 5 ans, les habitants n'ont pas la patience, etc. Puis finalement, avec nos retours d'expérience du Covid, on s'est dit mais en fait, on peut faire quelque chose rapidement ici. Et suite à 2 ateliers participatifs menés sur Zoom au début 2021, puisqu'on était de nouveau en confinement, on a pu légaliser une zone piétonne en utilisant les outils allégés que j'évoquais avant au printemps, mener un chantier participatif à l'été et puis avoir une zone piétonne en fait aujourd'hui qui fonctionne très bien au point où certains riverains se plaignent du bruit des enfants qui profitent trop de l'espace. Et puis un espace un petit peu plus complexe, l'avenue des Chalands à Lausanne, donc une grande avenue linéaire occupée pendant très longtemps, pendant des décennies par un train régional, le LEB, qui a été mis en souterrain cette année, on a terminé le chantier, ce qui permet de libérer un énorme espace en surface, mais qui pose aussi la question du devenir des anciennes installations ferroviaires, notamment l'entrée d'un tunnel au cœur de l'avenue. Ici, on a choisi d'emblée dans un processus de MEP, d'études test, donc de MEP sans lauréat, d'intégrer la dimension transitoire de l'urbanisme tactique en fait, dans le processus. Sachant qu'à terme, il y a des intentions, des projets de requalification dans 5 ou 6 ans, mais l'urbanisme tactique ici nous permet finalement, en nous nourrissant des conclusions et des recommandations du MEP, de commencer commencer dès maintenant la transformation de l'avenue. J'évoquais avant les grandes infrastructures routières, alors en l'occurrence ferroviaires. Ce que vous voyez ici en haut à gauche, ce n'est pas un terre-plein, c'est l'ancienne trémie, donc l'ancienne entrée du tunnel du Leb, qui servira de pépinière en fait pour les arbres du quartier. Une des thématiques qui est ressortie de l'étude test, c'était la nécessité de préparer les sols urbains de faible qualité de l'avenue des Chalands pour une arborisation dans le cadre du projet. Les images d'Épinal que l'on voit des grands arbres de cinquantenaires, évidemment, si on ne commence pas à les planter aujourd'hui, les habitants sont conscients qu'ils ne les auront pas avant 2040, 2050, et ça sera trop tard.
Donc, dans les réflexions communes entre administration, société civile et mandataires, a émergé cette possibilité en fait de transformer l'emprise de cette ancienne trémie en espace de terre végétale, de planter du coup dès cet automne ou le printemps prochain des arbres, une grande pépinière de quartier, et puis d'avoir finalement les arbres du quartier qui sont déjà là en attente du projet de requalification. Voilà, je crois que c'est pour nous assez intéressant peut-être en conclusion de montrer que cet outil est un outil comme les autres, il a beaucoup de potentiel tout de même, et au fur et à mesure on affine un petit peu nos pratiques, et je vous évoquais ce cas Benjamin Constant, où nous avons commencé un peu naïvement un processus de transformation qui a généré un peu d'hostilité, et ici on a un enthousiasme assez débordant de la population qui ont bien compris les potentiels de leur quartier, puis qui viennent effectivement nous demander déjà une liste assez longue d'espaces à investir pour un marché, pour une pépinière locale, pour une place de jeu, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.